Regarde-moi ce visage, un vrai régal. Imagine un peu, un simple livreur qui se retrouve coincé avec le mec le plus imposant que t'aies jamais vu. C'est le genre de tension électrique où tu ne sais pas si tu vas repartir avec un pourboire ou avec une laisse. Si tu aimes les romances torrides avec un dominant qui sait se faire obéir, bouge pas, t'es au bon endroit. C'est parti pour Guide pour éduquer un chien fidèle. Le patron cherche un petit toutou qui sache obéir au doigt et à l'œil. Alors prouvez votre loyauté en vous abonnant et en lâchant un gros like sur la vidéo. Au passage, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous auriez accepté cette petite invitation sous la douche. Allez, on envoie la sauce! Le temps presse, alors le gamin fonce comme un dératé sur son vieux scooter. Il dérape devant l'hôtel avec un bouquet de roses tellement énorme qu'on dirait un buisson sur pattes. Un employé à la mine patibulaire tente de lui barrer la route à l'entrée, mais le petit n'a pas de temps à perdre. Il doit atteindre le 3e étage avant que l'appli ne bloque son compte. Il s'engouffre dans l'ascenseur, le chrono dans le rouge et les poumons en feu qui supplient pour la retraite. Il cavale dans les couloirs comme s'il avait les huissiers aux fesses et atteint le comptoir par miracle. Suite 301, voilà les fleurs. Lâche-t-il en essayant de ne pas s'évanouir sur place. Heureusement, la réceptionniste valide la livraison en un clin d'œil. Il était déjà prêt à tout envoyer valser pour aller s'écrouler dans son lit, quand un type à l'élégance suspecte lui coupe la sortie. C'est le genre de binoclard avec un sourire en coin qui en sait trop et un regard qui te scanne jusqu'à l'ADN. Sans perdre de temps, il lui tend une carte de visite qui sent les ennuis judiciaires à plein nez. Il cherche un chiot jeune sans nom et avec les poils tout blancs. L'homme en costume prend congé avec une politesse glaçante, le laissant seul à ruminer cette proposition. Le livreur sent que l'affaire est plus que louche, mais il empoche la carte, n'en revenant pas de sa chance. Il redescend par l'ascenseur en se disant que le signalement est quand même sacrément vague, pas de photos, juste 2-3 infos qui pourraient coller à n'importe qui. Et à peine remonte-t-il sur sa bécane qu'il entend des jappements et tombe sur une surprise de taille, un petit chien blanc avec une bouille de paumée totale. C'est le portrait craché de la description. Il appelle le type à lunettes, qui lui répond avec un calme olympien, et ils conviennent de se retrouver à l'hôtel. De retour sur les lieux, le gamin se sent carrément tâche au milieu de tout ce luxe. Il ne pige pas comment un mec aussi blindé a pu perdre son chien si bêtement. Il se dirige droit vers la zone VIP et s'arrête devant la chambre 304 pour débusquer le proprio. Avant même de frapper, des bruits sans équivoque filtrent à travers la porte. Des gémissements et un souffle lourd qui font vibrer le bois. Le gosse reste pétrifié, mais la curiosité prend le dessus et il jette un coup d'œil pour voir ce qu'il se trame. Ce qu'il découvre le laisse sans voix. Sur le lit, un homme à la chemise ouverte arbore un corps qu'on jurerait sculpté par les dieux. Il a le visage empourpré et un regard qui vous cloue sur place. Le beau gosse traite son employé en costume d'un incapable, tandis que ce dernier multiplie les excuses pour son échec et jure de tout reprendre à zéro. Le livreur est toujours là, le visage en feu, mort de honte d'avoir interrompu un moment pareil. L'homme sur le lit remarque sa présence, se tourne vers lui et lui demande tranquillement si c'est lui qui cherche le propriétaire. Il est à 2 doigts de lui, et entre l'effluve de son parfum et la tension ambiante, le garçon sent son cœur cogner jusque dans sa gorge. Dans la pièce, se trouve un individu qui investit clairement plus dans sa salle de sport que dans les boutons de sa chemise. Il est là, à donner des ordres à son assistant comme s'il n'était qu'une merde, pendant que le pauvre type transpire à grosses gouttes en promettant de tout arranger. Mais les brimades s'interrompent net quand le coursier déboule dans le couloir, portant une petite boule de poils blanches sans se douter du guêpier dans lequel il s'apprête à fourrer les pieds. Le chiot, qui n'a que faire de la hiérarchie ou du protocole, profite de l'inattention générale pour filer comme une flèche à l'intérieur de la suite. Le jeune homme tente désespérément de le rattraper avant que ça ne vire au drame, mais il finit par entrer pile au pire moment possible. L'armoire à glace le fusille du regard. Le coursier, qui ne demande pas son reste, récupère le chien en 4e vitesse et tente de s'éclipser en bafouillant des excuses. Sauf que ça ne va pas être aussi simple. Le maître des lieux lui ordonne de ne plus bouger d'un poil et s'approche de lui avec un calme olympien qui fait froid dans le dos, acculant le pauvre garçon contre le mur. Le type le dévisage de la tête aux pieds, l'analysant avec la même intensité qu'un boucher qui évaluerait sa marchandise, avant de lui demander, un sourire en coin, s'il n'est pas venu chercher son propriétaire. Le coursier acquiesce, piquant un phare monumental, mais contre toute attente, le colosse recule et le congédie sans ménagement. Alors que l'autre assistant s'en va en hâte, le chien se met à aboyer comme un dératé, finissant d'exaspérer le patron. L'homme se retourne et lui lâche une injonction qui le laisse pantois, « Va prendre une douche ». Shaoling ne sait plus s'il doit laver le chiot ou si la demande cache une arrière-pensée plus douteuse. Mais le type se rapproche et pose sa main juste à côté de lui pour dissiper tout malentendu. Ce n'est pas la bestiole qui l'envoyait au bain, c'était bien lui. Le gamin meurt de honte, persuadé qu'on essaie de s'offrir ses services pour la nuit, mais le beau gosse éclate de rire et lui demande ce qu'il a bien pu s'imaginer. Pauvre coursier, il passe pour un vrai pervers devant ce type qui le prend de haut depuis qu'il a mis un pied dans la suite. Il essaie de s'extirper de cette situation gênante en s'excusant pour la confusion. Mais l'autre le retient fermement par le bras pour lui glisser une proposition. S'il change d'avis un jour, il sait où le trouver. Le livreur lui jette un regard noir, loin d'être impressionné, et lui assure que ce jour n'arrivera jamais.
Il claque la porte, convaincu que c'était la dernière fois qu'il voyait cette tête de mannequin. Le lendemain, on le retrouve à la fac, en train de trimballer des cartons et de faire les courses pour le département d'art. Car oui, notre coursier est aussi étudiant et le professeur Yang ne lui laisse aucun répit. Cette fois, il lui a confié les clés du salon VIP pour une mission spéciale. Il doit rendre l'endroit impeccable car un invité de marque vient donner une conférence demain. Il s'agit du directeur artistique de Cinderella Studio, un véritable poids lourd du milieu. Xiaoling ne comprend pas pourquoi c'est lui qu'on envoie faire le ménage, mais il se fait remonter les bretelles pour avoir osé discuter les ordres. Le prof lui conseille de ne pas faire l'idiot et de profiter de l'occasion pour apprendre d'un expert, tout en le prévenant que l'invité en question a un caractère particulièrement difficile. Clé en main, le gamin ne se doute pas une seconde que l'invité de marque n'est autre que l'effronté de la veille. Il regarde par la fenêtre, loin d'imaginer que le destin lui a déjà préparé un deuxième round. Le jeune homme s'active et frotte tout de fond en comble. Il sait que le professeur est du genre à ne laisser passer aucun faux pas, alors il rend le salon VIP absolument impeccable. Regardez-moi ça, on pourrait manger par terre tellement ça brille. À peine a-t-il fini de ranger les livres qu'il entend quelqu'un entrer. Sans même se retourner, il signale que le sol est mouillé et demande un petit instant, mais dès qu'il lève les yeux, son sang ne fait qu'un tour. Et voilà le travail, c'est le type de la suite. Planté là avec cet air de supériorité, comme si le monde lui appartenait. L'univers a un humour vraiment tordu. Le gamin ne tient plus la pression. Il a le cœur au bord des lèvres tellement il stresse. Le directeur, avec la chaleur humaine d'un bourreau, l'a déjà prévenu s'il fait la moindre tache sur son costume. Il l'expédie direct, sans sommation. Pauvre Xiaoling. Il lutte de toutes ses forces pour ne pas s'évanouir devant le type qu'il avait le moins envie de croiser. Xiaoling continue de récurer comme si sa vie entière dépendait de la propreté de ce carrelage. En entendant quelqu'un entrer, il prévient machinalement que c'est encore mouillé et qu'il faut patienter un peu. Mais quand il finit par lever le nez, il en perd l'usage de la parole, c'est bien le mec oppressant de la suite. Il se tient là, dégageant une telle arrogance qu'on se sent de trop dans la pièce. L'autre ne sourcille même pas et se contente de dire qu'il vient déposer ses affaires. Xiaoling est totalement largué. Il se demande si ce mannequin s'est reconverti dans l'enseignement, car il ne l'a jamais vu ici. Tentant de faire respecter les lieux, il lui ordonne de s'arrêter, c'est un salon privé, et il n'a aucune autorisation pour être là. Sauf que l'autre n'a pas de temps à perdre en palabres et sort son téléphone pour régler l'affaire. Il appelle directement le professeur Yang, et c'est là que le pot aux roses est découvert. L'invité n'est autre que Bai Qingshao, le grand patron d'un studio de design ultra prestigieux. Xiaoling est tellement mort de honte qu'il ne sait plus où se mettre. Il finit par détaler comme un lapin, son seau à la main. Son seul et unique plan disparaître avant que la situation ne devienne encore plus gênante. Regardez-le s'enfuir. On dirait que le sol glissant n'est plus un problème quand il s'agit d'échapper à un tel malaise. Mais le destin s'acharne et ils se retrouvent tous à un dîner d'affaires où l'air s'est chargé d'une odeur de fric. Le directeur Bai croule sous les éloges après son cours et il accepte les compliments avec un sourire de façade. C'est le moment précis que choisit le professeur Yang pour lui présenter son assistant vedette. Xiaoling, assis là, essaie de se fondre dans la nappe, mais il manque de s'étouffer en entendant son nom. Le professeur le force à saluer poliment. Pendant que le directeur fait déjà ses calculs, son secrétaire est malade et il vient de trouver un remplaçant qui semble déjà bien dressé. Le voilà, transpirant comme un coupable à la barre, la coupe à la main et le moral dans les chaussettes. Admirez le directeur, toujours aussi impeccable, on dirait une pub de magazine. Pendant que l'autre a les neurones en surchauffe totale. Il nous sort le toast le plus gênant de l'histoire en demandant qu'on prenne soin de lui, comme s'il partait au front au lieu d'un simple stage. Le directeur le dévisage avec un air qui veut dire « C'est quoi ce spécimen qu'on m'a envoyé ?» avant de lâcher un rire qui finit d'enterrer ce pauvre gamin. Apparemment, ce petit gars bizarre amuse le patron, il accepte de trinquer avec un de ses regards, qui vous cloue le bec, et il trinque comme s'ils étaient en train de sceller un pacte. Dès qu'il le peut, Xiaoling s'éclipse vers les toilettes pour essayer de se reprendre avec un peu d'eau fraîche, mais aujourd'hui, rien ne va. C'est là que le directeur surgit, l'observant avec un calme qui donne la chair de poule. Le gamin tente la technique de l'autruche et fait demi-tour pour s'enfuir, mais à ce stade, on dirait que le type a un radar pour le débusquer dans ses moments les plus humiliants. Une fois dehors, Xiaoling essaie de se vider la tête avec un peu d'air frais, même si ce malaise qui lui pèse ne lui laisse aucun répit. Et pour couronner le tout, le directeur débarque en fumant, imposant son charisme écrasant, tout en lui demandant s'il est trop éméché pour discuter. Xiaoling, l'orgueil blessé et la dignité en lambeaux, lui hurle qu'il n'est pas bourré. Mais il titube et doit lutter pour ne pas finir par embrasser le trottoir, sous le regard du directeur, qu'il analyse comme une expérience ratée. Le petit fait un effort surhumain pour ne pas rendre son dîner sur le costume de marque du patron. Bai le soutient avec un mélange d'agacement et de patience, en le prévenant que s'il tâche ses fringues, il est mort. Et regardez-moi l'état du pauvre rouge comme une pivoine et incapable de sortir un mot intelligible. Il cherche à s'appuyer contre le mur pour garder la face, mais il se prend un de ces trébuchements qui vous déconnectent le cerveau. Heureusement, le directeur le rattrape de justesse avant qu'il ne s'étale de tout son long.
Le spectacle a assez duré pour ce soir, alors il l'empoigne fermement et le fourre dans un taxi avec un ordre indiscutable. Il a encore le culot de demander ce qu'il advient du dîner avec le professeur, mais Bai l'expédie vite fait avant que le malaise ne devienne encore plus grand. Une fois débarrassé de l'ivrogne, le directeur espère fumer sa clope tranquille, quand soudain déboule un blondinet avec plus de bagues qu'un catalogue de bijoux qui lui pique sa cigarette avec un aplomb total. C'est Zhuang Yan, une vieille connaissance qui semble d'humeur à venir le titiller. Tout en regardant la voiture s'éloigner, le type lui demande qui était ce garçon. En apprenant que ce n'est qu'un étudiant, le blond lui lance une pique, il lui dit qu'il a des goûts atroces en matière de conquête. Et pour finir, il se penche à son oreille pour lui dire qu'il l'attend à l'endroit habituel. L'ambiance était électrique. À peine le directeur est-il quitte du jeune homme que ce blond couvert d'accessoires vient jouer les troubles-fêtes. Zhuang Yan s'approche et lui demande une taffe avec une audace incroyable. Il fait son lourd juste pour provoquer et l'interroge sur le gamin qui vient de filer. Il ne rate pas l'occasion de lui dire qu'il choisit très mal ses hommes, sous-entendant que lui est la meilleure option. Il lui propose de se retrouver au spot habituel, précisant bien qu'il ne veut rien de sérieux, juste s'amuser un peu. À en croire ses textes, le directeur se taperait n'importe qui par simple horreur de la solitude. Le blond se fiche éperdument de passer pour un harceleur, il jure qu'il ne fait que répéter les rumeurs qui courent à l'hôtel. Il s'en va d'un air supérieur, le laissant planter là, en plein milieu du trottoir. Une fois dans le taxi, Xiaoling essaie de digérer tout ce qui vient de lui tomber dessus. L'odeur du directeur imprègne encore ses vêtements. Il reste là, déconnecté, jusqu'à ce que la réalité le rattrape brutalement. Soudain, son portable vibre dans sa poche, c'est sa sœur qui l'appelle. Xun Yao est en larmes, totalement dévasté, et le supplie de rentrer à la maison au plus vite. Pris de panique, il est sur le qui-vive et bondit hors du taxi à peine le véhicule arrêté. Il dévale les ruelles à toute allure avant de s'engouffrer chez lui comme une tornade. À l'intérieur, c'est le chaos. Des types encerclent sa sœur pendant qu'un homme balafré supervise la scène, tranquillement installé dans le canapé. Le jeune homme se précipite pour la protéger, mais il vient de mettre les pieds dans un engrenage extrêmement dangereux. Il est tombé sur le pire genre de créanciers, ceux qui ne sont pas là pour discuter, mais pour vous faire comprendre que vous êtes dans de beaux draps. Le balafré se moque de lui en le voyant trembler, et il faut dire que le gamin a de sacrées raisons d'avoir la frousse. Xiaoling proteste en disant que le jour du paiement n'est pas encore arrivé, mais ces gens-là n'ont que faire du calendrier. L'homme prend tout son temps pour allumer une cigarette avant de lâcher la bombe, il exige la moitié de la dette, là, tout de suite. Xiaoling reste sans voix, incapable de comprendre pourquoi les règles du jeu ont changé si brusquement. Et pour couper court à toute contestation, l'homme lui colle sous le nez un document portant la signature de son père. Pour lui, il est tout à fait naturel que le fils assume les engagements financiers laissés par le paternel. Acculé et sous pression, le garçon ne voit aucune issue pour échapper à cette demande exorbitante. Pour couronner le tout, le type s'approche de sa sœur d'un air menaçant, exigeant d'elle une preuve de gratitude. Xiaoling réagit au quart de tour et s'interpose immédiatement pour lui barrer la route. Il ne laissera personne toucher à Xun Yao, mais son désespoir ne fait qu'amuser son interlocuteur. Juste avant de partir, l'homme s'approche pour lui glisser une dernière menace. S'il ne paie pas à temps, c'est à la petite qu'ils s'en prendront. Rongé par l'impuissance, le jeune homme reste muet, tandis que les intrus se retirent avec un calme olympien. Xiaoling serre sa sœur tremblante dans ses bras et lui jure qu'il va trouver une solution. Pourtant, à voir sa tête, il est évident qu'il n'a pas la moindre idée de comment se sortir de ce pétrin. Soudain, la scène change et l'on comprend pourquoi le garçon est si épuisé. On le retrouve dans une chambre d'inconnu, le corps marqué par la fatigue et le regard totalement vide. Celui qui est en train de se rhabiller n'est autre que Zhuang Yan, le blond que nous connaissons déjà. Il lui signale qu'il est 8 h du matin et lui conseille de ne pas rater les cours, après cette nuit passée ensemble. Il y a un mois, Xiaoling avait pourtant essayé de rompre avec lui. C'était le chaos total, et le garçon avait découvert le pot au rose, l'autre le surveillait à l'aide de micros et de caméras cachés partout chez lui. Zhuang Yan n'avait même pas pris la peine de nier. Il avait accueilli la nouvelle avec un calme déconcertant, lui affirmant que personne ne prendrait jamais soin de lui comme il le faisait. Il est persuadé que Xiaoling finira par ramper vers lui tôt ou tard, et visiblement, il sait exactement quel levier actionner pour le garder sous son emprise. Zhuang Yan débarque en jouant la comédie, feignant la surprise devant le désordre ambiant. Il demande si un cambrioleur est passé par là, mais Xiaoling ne gobe plus ses salades. Il lui met sous le nez le petit cadeau qu'il a débusqué, une caméra miniature. Loin de se démonter, le blondinet se contente d'un haussement d'épaule avec un sourire de psychopathe. Il prétend qu'il voulait juste garder un œil sur lui, comme si l'espionnage était la preuve d'amour la plus banale qui soit. Xiaoling sature. Entre le traçage GPS et les rapports quotidiens, ce malade en veut toujours plus. C'est fini, il étouffe, il n'en peut plus de cette affection toxique. Mais le blond le stoppe net dans son élan. Il se colle à lui pour lui rappeler que personne ne l'aimera autant que lui, ou plutôt, que personne ne le tiendra aussi bien en laisse. Le gamin finit par claquer la porte en partant, pendant que l'autre reste là,
persuadé qu'il n'a qu'à attendre sagement qu'il revienne en rampant. Xiaoling se retrouve seul, le corps marqué par une tendresse qui ressemble de plus en plus à une condamnation. Pas le temps de s'apitoyer, les dettes de son père ne vont pas s'effacer par magie, et la banque préfère le cash aux crises existentielles. Le lendemain, il bat le pavé en quête du moindre petit boulot, mais dès la première boutique, on lui claque la porte au nez avant même qu'il n'ait pu ouvrir la bouche. La peur de ne pas pouvoir protéger sa famille lui noue l'estomac. Il finit par arriver devant un autre bureau et rassemble ce qu'il lui reste de courage pour frapper à la porte. À l'intérieur, il tombe sur Bai Qingxiao, le genre de prof qui a l'air d'être né en costume-cravate. L'homme ne daigne même pas lever les yeux de son téléphone et l'accueille d'un « tu tombes à pic » qui sonne plus comme un ordre que comme une salutation. Il lui demande de trier ses notes de cours comme s'il n'avait que ça à faire de sa vie, tout en précisant que le café est offert. Un élan de générosité plutôt minable. En voyant le bureau, le gamin manque de faire une syncope, il y a plus de paperasse ici que dans un centre des impôts. Il voulait trouver un vrai job, et le voilà enlisé dans un marécage de photocopies. Le seul point positif, c'est que le type semble bosser sérieusement, la quantité de documentation est impressionnante. Il ne lui reste plus qu'à se retrousser les manches et à s'attaquer à cette montagne de papier. Soudain, son téléphone vibre. C'est un numéro inconnu, mais dès qu'il décroche, il reconnaît immédiatement la voix de Bai Qingxiao. L'homme est si sec qu'il ne prend même pas la peine de dire bonjour, il lui ordonne d'enregistrer son contact et raccroche. Xiaoling reste perplexe, se demandant bien par quel miracle ce type a dégoté son numéro alors qu'il ne lui a jamais donné. C'est alors que tombe la proposition qui change la donne. Le prof lui propose de devenir son assistant temporaire, mais cette fois avec un vrai salaire à la clé. Il s'avère que l'homme à l'oreille fine, il a bien compris que le gamin était aux abois financièrement. Il lui présente ça comme une promotion et lui assure qu'il ne sera pas payé au lance-pierre. C'est un patron malin, il sait exactement de combien tu as besoin pour survivre afin de te faire bosser sans que tu puisses rouspéter. Dos au mur, Xiaoling n'est pas vraiment en position de faire la fine bouche. La nuit tombe enfin quand il termine de classer les documents. Il est épuisé et n'aspire qu'à une chose, rentrer préparer le dîner pour sa sœur, mais son téléphone se remet à sonner. C'est le patron avec une mission de dernière minute, il doit aller chercher des vêtements chez lui et les lui apporter directement dans un hôtel. Il lui donne l'adresse et même le code de l'entrée comme s'ils étaient intimes. Un hôtel à cette heure-ci, Xiaoling n'y comprend plus rien. Et c'est encore pire après avoir entendu ces bruits bizarres juste avant que ça ne raccroche. Il fonce là-bas comme une flèche et, en entrant, il tombe sur le prof en peignoir, dans une posture qu'il n'avait pas du tout anticipée. Le gamin est mort de honte, il a juste envie de s'enterrer sous terre, mais le patron d'un sang-froid glacial lui ordonne d'entrer dans la chambre. L'ambiance est devenue d'un coup d'une tension insoutenable. Quelle fin de malade! C'est parti en vrille encore plus vite que les dettes du héros. Si Xiaoling a dû lui apporter ses fringues à l'hôtel pour pas qu'il finisse à la rue, lâchez un gros like pour lui éviter de rester en peignoir. Abonnez-vous pour toujours plus de drama et dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je vous raconte ensuite. Allez, prenez soin de vous.